On va donc commencer cette première session qui scande cette trilogie. Comment peut-on lire ce fameux récit constitutionnel? Et vous allez donc nous parler de constitution, fiction et littérature en Amérique latine. Je vous cède bien volontiers la parole. D'accord, merci. Et je remercie également l'équipe des organisateurs pour cette invitation à venir à ce colloque. Et dans la communication, je voudrais analyser la constitution de l'ordre politique en Amérique latine à travers la fiction littéraire et plus particulièrement à travers certaines fictions littéraires qui ont opéré comme des fictions fondatrices de cet ordre. Je vais donc, dans un premier temps, formuler quelques remarques d'ordre théorique et méthodologique concernant la question de la constitution de l'ordre politique et l'emploi de la littérature et de ses fictions comme source et comme agent de l'analyse sociopolitique pour, dans un deuxième temps, analyser certaines fictions littéraires fondatrices de l'ordre constitutionnel latino-américain et plus en particulier en Argentine. D'abord, la question de la constitution de l'ordre politique et la littérature et ses fictions comme source et comme agent de l'analyse sociopolitique. Dans la modernité, la constitution de tout ordre politique renvoie non seulement aux accords et aux conflits qui sont en jeu, passés sous silence ou reformulés dans tout acte de fondation et dans ses rééditions ultérieures, selon le changement des conditions de la lutte pour l'hégémonie, mais également aux images et aux représentations de ceux qui sont inclus et de ceux qui sont exclus de la communauté nationale, c'est-à-dire de cet espace imaginé de ce qu'on appelle la nation, qui opère cet exercice d'inclusion et d'exclusion, comme le signale le politiste et l'historien irlandais Benedict Anderson dans son étude déjà classique en la matière, L'imaginaire national, réflexion sur l'origine et l'essor du nationalisme de 1983. Parler donc des actes impliqués dans toute constitution d'un ordre politique comme État-nation, et notamment dans le contexte latino-américain, exige de travailler avec l'ensemble de l'État et de la nation, ainsi qu'avec leurs inclusions et leurs exclusions définies par les pactes d'appartenance et d'exclusion. De ce fait, la constitution d'un ordre politique est tout d'abord une notion qui renvoie au processus de formation ou constitution de cet ordre, et ensuite, elle devient un concept juridique qui se traduit par le document fondamental et fondateur qui scelle cet ordre et qui s'appelle justement Constitution. La littérature et sa fiction, ou mieux, la littérature à travers sa fiction, présente un double crible d'abstraction pour l'analyse sociopolitique. D'abord, l'opération proprement littéraire qui digère la réalité à travers son propre œil fictionnel, et ensuite la déconstruction de la fiction littéraire nous permettant d'analyser une dimension signifiante qui n'est pas accessible en général à partir de l'analyse sociale, politique ou historique pratiquée en termes plus traditionnels. Ainsi, la fiction littéraire permet de dessiner à nouveau les images de l'histoire en même temps qu'elle incorpore ce dessin à la culture. Mais je choisis également la littérature comme source de l'analyse sociopolitique car, à mon avis, elle sert mieux à rendre compte d'une réalité qui, autrement, deviendrait plus fuyante ou se déroberait à cette analyse. La fiction, et j'ajoute l'humour, se présentent donc comme des outils plus utiles pour ce faire. Je vais donc prendre la fiction littéraire, ou en tout cas certaines fictions littéraires, pour analyser la constitution de l'ordre politique latino-américain sous la figure de l'État-nation. Pour ce faire, je vais me servir en premier lieu de la catégorie de fiction fondatrice, Foundational Fictions, proposée par l'analyste littéraire américaine Doris Sommer, dans un ouvrage qui s'appelle « Les fictions fondatrices, les romans d'amour nationaux en Amérique latine » de 1991. Dans cet ouvrage, Sommer analyse le rapport entre l'érotisme et le patriotisme dans ce qu'elle appelle les histoires d'amour, les romans fondateurs latino-américains,
du XIXe siècle. À son avis, ces romans d'amour, comme par exemple Amalia de José Marmo en Argentine, Maria de Jorge Isaacs en Colombie, Iracema de José Jarencat au Brésil ou Doña Bárbara de Rómulo Gallegos au Venezuela, fonctionnent comme de véritables mythes fondateurs pour promouvoir le nationalisme et le modèle de l'État national tel qu'il s'est constitué dans ces pays après les guerres d'indépendance. Tous ces romans, qui sont fondateurs de littérature nationale latino-américaine, sont centrés sur une histoire d'amour hétérosexuel et sur des images qui ont servi comme des exemples de consolidation apparemment pacifique lors des conflits du milieu du XIXe siècle. Sommer s'appuie sur l'idée de Gramsci de la nécessité de conquérir l'adversaire au moyen de l'intérêt mutuel et de l'amour, plus que de la coercition pour consolider un projet hégémonique. Pour Sommer, une fois que les criollos, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur le sol latino-américain et qui construisent les nouveaux pays, ont conquis leur indépendance politique et ils doivent également conquérir la société civile. En ce sens, réussir à faire identifier le lecteur à l'histoire d'amour était en même temps réussir à obtenir l'adhésion du lecteur au projet politique national que le livre soutenait. Par conséquent, on peut dire que l'histoire d'amour et le projet de la République coïncident. Et dans la plupart des cas, les écrivains sont à la fois des acteurs politiques. L'érotisme dans la fiction est par conséquent mis au service d'un projet politique, le projet national soutenu par les groupes dirigeants. Le couple adamique de ces romans naîtront les enfants de la nouvelle nation. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, une fois les révoltes civiles supprimées et l'expression territoriale de l'État assurée, la question a été déplacée au besoin de fabriquer des citoyens. À l'état virtuel instauré par le monopole de la violence correspond maintenant la cohésion identitaire de la communauté nationale. Désormais, il faut inventer des traditions nationales et imposer une langue commune, la langue nationale. En ce sens, la littérature a été l'un des principaux discours dans la production de l'hégémonie. En même temps que se stabilise soit l'espagnol, soit le portugais locaux sur un ton et des registres particuliers, le discours littéraire devient l'espace virtuel où l'on projette les modèles de comportement nécessaires à l'invention de la citoyenneté et aux limites et aux frontières symboliques de l'État, c'est-à-dire à sa cartographie imaginaire. Dans Amalia, de 1851, le roman fondateur par excellence en Argentine, la consolidation apparemment pacifique des conflits marquant les processus de formation des États-nations latino-américains peut être observée dans l'amour entre la belle Amalia, qui est originaire de Tucumán, une province de l'intérieur, et Eduardo Belgrano, qui est porteño, c'est-à-dire de la ville de Buenos Aires, deux régions antagonistes qui semblent se réconcilier à travers le mariage du couple protagoniste et, d'une certaine manière, à travers la figure de Daniel Bejo, l'ami inconditionnel de Belgrano, un hybride des positions politiques rivales de l'Argentine du XIXe siècle, c'est-à-dire unitaires et fédéraux, mais qui soutient clairement les idéaux du libéralisme bourgeois. Dans Maria, de 1867, le roman fondateur en Colombie, la contrariété de l'amour, de l'histoire d'amour des personnages principaux, Maria et Efraín, qui sont d'ailleurs des cousins, n'est jamais expliquée. Maria porte une double marque de caractère racial et sexuel qui la distingue des puissants hacendados, c'est-à-dire les propriétaires fonciers, qui font partie de la famille d'Efraín. La raison de la haine raciale et des conflits régionaux, des éléments toujours présents dans les autres romans fondateurs latino-américains, n'apparaît pas dans Maria. Iracema, de 1865, roman d'une remarquable volupté sensuelle, raconte l'histoire d'amour entre la princesse autochtone Iracema
et Martin, le conquistador portugais. Dans ce cas, la poétique de l'histoire d'amour entre une princesse indigène et un conquistador passe sous silence la violence du choc entre autochtones et conquistadors. La rencontre des personnages se produit lorsqu'Iracema blesse Martine d'une flèche comme un Cupidon moderne. Iracema tombe immédiatement amoureuse de Martine et le sauve de sa propre tribu guerrière. Sommer souligne que cette idée fondatrice de l'étreinte mutuelle entre les autochtones et les Portugais ne peut qu'être brésilienne. Dans ce cas, la naissance de l'enfant métis représente, même de manière hypocrite, la naissance de la nation au Brésil comme conciliation entre les autochtones et les conquistadors. Pour sa part, le roman Doña Bárbara, publié en 1929, apparaît cependant comme le roman fondateur dans le cas du Venezuela. La protagoniste qui donne le titre au roman est une hacendal qui représente le type idéal de la barbarie. Son nom est justement Bárbara. Elle tombe amoureuse de Santos Luzardo lorsqu'il vient de terminer ses études de droit à l'université de Caracas. Elle revient au Llano, la plaine. Santos Luzardo représente la civilisation. Lors du séjour d'études de Santos à Caracas, Bárbara lui a volé du bétail et s'est appropriée d'une partie de ses terres. Pourtant, l'histoire d'amour a lieu entre Santos et Maricela, la fille sauvage de Bárbara, abandonnée à sa naissance dans un endroit oublié. Santos conquiert et rend docile Maricela dans un geste où on lie la conquête de la barbarie par la civilisation. Ici, on peut noter des similitudes remarquables avec Facundo de 1845 de Sarmiento en Argentine, avec l'incorporation de l'antinomie civilisation-barbarie. Cela montre que Gallegos faisait face à des problématiques similaires à celles de l'Argentine du XIXe siècle. Comme dans les autres pays latino-américains, la guerre civile au Venezuela s'est terminée au XIXe siècle, mais à la différence des autres sociétés de la région, les caudillos ont continué à former des armées personnelles et à déstabiliser le gouvernement jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce qui explique pourquoi Doña Bárbara a été publiée en 1929. Dans le cas d'autres pays latino-américains, comme le Mexique et le Chili par exemple, même si on peut trouver des romans fondateurs, leur structure est différente et de celle que je viens de décrire. Martín Rivas, de 1862, du Chilien Alberto Blest Gall, et El Sarco, écrite entre 1886 et 88, mais publiée en 1901, du Mexicain Ignacio Manuel Altamirano, ne présentent pas la fantaisie de la consolidation sociale ou de groupe comme dans les romans des pays analysés. Finalement, je voudrais m'arrêter sur l'analyse de quelques fictions littéraires fondatrices de l'ordre politique constitutionnel en Argentine, mais en faisant un petit détour théorico-méthodologique avec l'introduction d'une nouvelle catégorie d'analyse. Il faut rappeler que la littérature naît en Argentine sous le signe de la politique, et je dirais mieux encore, sous le signe de la violence politique. On pourrait même dire, comme le soutient l'écrivain argentin Ricardo Pilla, que la violence apparaît comme le trait spécifique et permanent de l'histoire argentine. Ce trait de la violence politique apparaît déjà depuis les premiers romans nationaux comme El Matadero, c'est-à-dire l'abattoir de 1840 d'Echeverría, et Facundo, que je viens de mentionner, de Sarmiento, mais également Amalia de Mármol. La violence politique se manifeste de manière différente, particulièrement dans la profanation des corps. Elle laisse également des marques dans le langage et la littérature. D'après cette thèse proposée par Pilla, il serait donc possible de faire une histoire de la violence argentine à travers la fiction. Pilla soutient que cette histoire serait celle de la reconstruction d'une trame double, où l'on pourrait déchiffrer ou imaginer les traces laissées par les relations de pouvoir dans la littérature et les marques sur les corps
et dans le langage permettant de reconstruire la figure du pays imaginé par les écrivains. Mais je vais ajouter également à mon analyse des fictions fondatrices de l'ordre constitutionnel en Argentine une autre notion qui va dans le même sens, mais nous permettant de mettre l'accent sur d'autres dimensions. La catégorie de ficciones orientadoras, guiding fictions, proposée par l'analyste littéraire et l'historien américain Nicolas Chamway dans son livre L'invention de l'Argentine, Histoire d'une idée de 1992. Par ficciones orientadoras, Chamway entend les fictions qui donnent aux individus composant une unité politique un sentiment de communauté, d'identité collective et d'un destin commun. Il affirme qu'en Argentine, ces premières fictions élaborées lors du XIXe siècle se sont traduites par un ensemble qui a servi de matrice idéologique pour le dessin du pays. Suivant cette idée et la thèse de Pilla, on peut constater une série de métaphores qui marquent en guise de destin tragique toute l'histoire argentine. Ces métaphores sont nées et se sont construites dans le discours littéraire ou sont passées directement à lui. On pourrait peut-être les réunir sous une même idée, le mépris systématique en tant que politique fondatrice. Parmi ces métaphores, on peut signaler notamment les suivantes. Une politique systématique d'exclusion, la déshumanisation de l'autre, l'obsession de l'invasion et la représentation et la pathologisation d'un corps social et patriotique. Toutes ces métaphores ont été interconnectées et coordonnées entre elles sous la forme d'une antinomie insurmontable. Je vais donc analyser ces 4 métaphores de la constitution de l'ordre politique en Argentine qui ont marqué de manière structurelle le champ des fictions littéraires et politiques nationales. Donc d'abord, l'exclusion et la déshumanisation. L'exclusion adopte d'abord la forme d'une mentalité qui divise. L'échec dans la création d'un cadre idéologique d'union nationale a contribué à produire une société d'opposants aussi intéressée à humilier l'autre qu'à développer une nation viable, unie par le consensus et l'engagement. Cette mentalité d'opposition apparaît dès les premières pages de la littérature argentine. En effet, l'hostilité entre fédéraux et unitaires surdéfinit El Matadero et Amalia, et l'opposition entre civilisation et barbarie, et entre Buenos Aires et les provinces, l'histoire de Facundo. Plus tard, cette division se prolongera, entre autres, dans les antithèses national-immigrant, péroniste-antipéroniste, droite-gauche. Comme corollaire de l'exclusion, apparaît la déshumanisation, comprise comme le dépouillement des traits humains chez un autre que l'on exclut pour l'instituer à la place du différent. Les autres seront donc caractérisés comme les barbares et les monstres, et se traduiront par une série de figures tout au long de l'histoire du XIXe et du XXe siècle, comme le fédéral, le gaucho, l'immigrant, l'ouvrier, le péroniste et le cabecita negra. Ces figures déshumanisées ne pourront avoir une voix qu'en faisant partie du monde de la fiction. En outre, avant d'être annihilé, cet autre institué comme ennemi doit être dépouillé de ses qualités humaines. C'est la déshumanisation qui permet le meurtre politique. L'invasion. L'invasion peut être comprise également comme viol. L'unitaire del Matadero représente la civilisation envahie par Matassiette, l'un des personnages, et le reste des fédéraux de l'abattoir, qui jouent aussi bien avec la chair des animaux qu'avec celle des humains. L'abattoir est, chez Echeverría, un petit simulacre du grand abattoir qu'est devenu le pays. Le thème du viol, compris de manière littérale, se répète par exemple dans El Matadero, en passant par l'enfant prolétaire d'Osvaldo Lamborghini et de Buenos Aires Affair de Manuel Puig au XXe siècle. Dans Amalia, je reviens au XIXe, l'invasion est claire. C'est l'invasion des groupes au service de Rosas, du gouverneur de l'Argentine, les Mazorqueros, chez Amalia. L'invasion de la civilisation par la barbarie dans Facundo est représentée par un homme,
Facundo Quiroga, symbole et synthèse de l'intérieur du pays, inerte, désertique et sauvage. En ce sens, dans cet ouvrage, Sarmiento établit, par un regard proto-médical, la ligne divisant les termes dichotomiques de la civilisation et de la barbarie, tout en anticipant la ligne qui sépare le salubre de l'insalubre, de l'oligarchie à partir de la peste de 1871, événement pris comme modèle et point de départ de la dichotomie. Cette ferme division entre civilisation et barbarie, qui sert à expliquer la maladie ravageant l'organisme corps du pays, deviendra un écart insurmontable qui se correspond beaucoup mieux avec le nouveau pouvoir technique moderne salubre-insalubre dans le discours des hygiénistes de la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, un pouvoir avec les caractéristiques de la biopolitique foucaldienne, s'érigeant comme le défenseur de la vie, mais également comme l'administrateur de la mort, a besoin du discours de la peste et de la race. Dans ce contexte, peuvent être lus Les multitudes argentines de 1999 de Ramos Mejía, La simulation dans la lutte pour la vie de 1900 de José Ingenieros et toute la saga des romans contre les immigrants. Innocent ou coupable de 1884 d'Antonio Argerich, Dans le sang de 87 d'Eugenio Cambaceres et La bourse de 1891 de Julián Martel, entre autres. La métaphore de la peste a généralement été appropriée par les gouvernements de facto lors du XXe siècle. Le discours de l'hygiène est prioritairement utilisé par les différents gouvernements militaires jusqu'en 1982 pour justifier l'éradication des foyers subversifs ou l'extirpation des cancers ou d'épidémies nationales de tout type. Le thème de l'invasion est également récurrent dans la littérature argentine du XXe siècle. Lors des années 40 et 50, la barbarie adoptera la figure du péronisme. En ce sens, Casa Tomada de 1551 de Julio Cortázar raconte l'histoire d'une famille bourgeoise qui habite une maison pleine de livres, occupée par quelque chose d'indéfini, mais qui représente sans doute le péronisme. Les mêmes obsessions de Cortázar apparaissent dans deux autres récits, Les portes du ciel et La bande, et dans son poème La patrie. Perron est également un monstre dans le conte de Borges et Bioy Casares, La fête du monstre de 1547, dont le personnage principal est un ouvrier qui raconte, en utilisant les termes les plus recherchés et vulgaires, sa participation dans une manifestation péroniste sur la place de Mai. Les péronistes sont caractérisés comme des êtres déforts, vulgaires, stupides, laids, aux pieds plats, au nez plat, obèses, bref, comme dit le texte, de l'ordure génétique collectée par un camion. Lorsque la foule converge sur la place de Mai, elle rencontre un juif qui porte des livres d'études sous le bras et qui est brutalement assassiné par la foule. Quelques années plus tard, Hermann Rotzenmacher se moquera de cette obsession de l'invasion péroniste dans son conte Cabecita Negra. Dans ce cas, le bourgeois est un quincaillier vulgaire qui a fait fortune et qui prétend guérir son insomnie en faisant de la charité avec une cabecita negra. Elle et son frère policier s'installent chez le quincaillier où il y a plein de livres qu'on n'a pas lus. Ils boivent son whisky, dorment dans son lit, ils appuient leurs pieds nus sur ses fauteuils et finissent par le frapper. Le bourgeois, séduit et abandonné, n'hésite pas à réclamer de l'ordre et de la répression. Finalement, la violence et l'évasion sont toujours exercées sur le corps. De ce fait, il est également possible de faire une histoire du corps à travers la littérature argentine. Il s'agit d'un corps torturé, exclu, violé, disparu, sans sépulture, assassiné. C'est la raison pour laquelle la littérature argentine a du mal à reconnaître un corps érotique et une eschatologie festive. Rappelons la configuration du corps patriotique élaborée par le regard hygiéniste du positivisme à travers le regard de Sarmiento dans Facundo. Dans L'enfant prolétaire de Lamborghini, la violence politique et sexuelle sur le corps atteint le point culminant de la cruauté. Le phallus des trois enfants bourgeois
qui pénètre l'enfant prolétaire après avoir prolongé son anus avec un morceau de verre, n'est autre que la suite d'une œuvre qui commence avec la naissance du prolétaire. La métaphore du corps malade apparaît très clairement dans deux romans écrits pendant la dictature de 1576-83. Pubis Angelicale de 1579 de Manuel Puig, La respiration artificielle de 1980 de Ricardo Piglia. Dans Pubis Angelicale, l'Argentine est représentée par le corps malade d'une femme appelée Anna, exilée au Mexique. Elle se débat entre la vie et la mort, entre deux amours de droite et de gauche, représentés par deux hommes qui disent l'aimer. La métaphore du cœur malade s'achève par le diagnostic réservé avec lequel se termine le roman. Dans Respiration artificielle, Piglia oppose le discours littéraire de la respiration artificielle, une fiction chiffrée sur ce qui se passait à l'Argentine à ce moment-là, au langage médical du gouvernement militaire qui prônait l'application d'une chirurgie sans anesthésie à une société malade. Je voudrais terminer mon intervention en disant qu'il existe en Argentine l'idée d'une promesse qui n'a pas été accomplie. Cette notion naît peut-être du rêve du grand pays, encouragé par l'oligarchie agro-exportatrice, le pays grenier du monde qui se dessine au début du XXe siècle. Cependant, les visions oniriques de l'ordre conservateur ont eu un réveil triste. Le silence et la pompe des murs du cimetière de la Recoleta à Buenos Aires semblent garder dans leur labyrinthe de ruelles pavées de monuments érigés à la gloire des militaires et des oligarques argentins le résumé de l'histoire et de la désillusion argentine. C'est là que dorment les rêves. Et c'est peut-être également pour cette raison que le cadavre d'Eva Perón y a été déposé. Plus que nul autre, Eva représente en Argentine ce qui n'a pu être. Comme le dit l'écrivain Andrés Rivera dans La Révolution est un rêve éternel, il se peut que la promesse qui n'a pas pu être accomplie soit celle d'une révolution qui puisse compenser la souffrance des hommes. Merci. Merci beaucoup.